Merci Marc. Je crois que l'enregistrement a démarré. Euh, Bienvenue pour cette deuxième partie. Merci Catherine et toute l'équipe de campus de nous réveiller avec ce son pour cette deuxième partie et le retour. Je crois que tout le monde s'est réinstallé sur ses sièges, sur son siège. Je pense qu'on est encore tous un peu dans une pause digestive, mais on va passer une demi-heure voilà, ensemble où je vais tenter de vous faire une visite de ma classe avec différents aspects de participation. Et puis, je remercie déjà les personnes qui ont participé au sondage qui m'a permis de recentrer le document que vous aviez reçu en annexe. Et puis, j'ai recentré avec les highlights de ce que vous aviez identifié comme les événements ou les éléments de participation que vous voulez voir être traités cet après-midi. Et puis, si il y a des frustrés d'éléments qui étaient sur le panneau, mais pour lesquels vous n'aviez pas voté ou qui n'ont pas été retenus, eh bien, on prendra peut-être le temps de questions pour revenir notamment sur la participation pédagogique ou effectivement sur ce que vous avez plébiscité pour cet après-midi. Il y aura un seul élément de pédagogie, de participation pédagogique. Les autres, ce sera plutôt de la participation structurelle. Avant de plonger dans ces récits de participation, quelques petits mots d'introduction. Donc, avec Maud, on se connaît bien, puisqu'il y a 10 ans, on a participé ensemble au master en droit de l'enfant. Donc, quand elle parle, je sens qu'on fait partie de la même maison, qu'on vient du même lieu, et que quand on parle de participation, on parle de la même type de participation. Et donc, c'est toujours agréable, une fois qu'elle a bien installé tous les aspects théoriques, de venir avec des aspects plus pratiques de mon expérience d'enseignant, et puis un petit peu maintenant de mon expérience de doyen dans le canton de Vaud. C'est vrai que quand on parle de participation, dans le contexte scolaire, en dehors des droits de l'enfant, on entend facilement en salle des maîtres, ah oui, cette année, j'ai un groupe d'élèves qui participent bien. Et ils participent bien parce qu'en fait, quand ils ont leurs petits travaux dans la salle de classe, qui est d'arroser les plantes, de faire le balai, de distribuer les feuilles, là je vois qu'ils participent bien, ils prennent leur part. Et on l'a vu, et je pense que vous l'avez compris avec la présentation de Maud, dans le cadre de la Convention des droits de l'enfant, on parle de participation dans le sens d'être entendu et puis que sa parole, en tant qu'individu, en tant que groupe, puisse être pris en considération. Ça, c'était les petits mots introductifs sur la participation. C'est un concept qui est parfois mal compris. Et c'est pas parce que je parle des petits métiers dans la classe où les élèves participent sans avoir vraiment choisi que la participation, elle ne peut pas exister dans ces petits métiers. J'ai vu des classes où chaque fonction du travail au sein de la classe est négociée ou discutée au sein d'une assemblée, au sein d'un conseil de la classe, pour déterminer qui s'occupe du ballet cette semaine, qui est le plus habilité à s'occuper du ballet. Et pour avoir relu il y a quelques jours des aspects de la vie de Janusz Korczak, qui est le père des droits de l'enfant, il met en évidence qu'il y a plus de 50 ans, dans un orphelinat, il avait lui-même développé cette réflexion autour des tâches à faire dans la classe, dans l'orphelinat, des tâches participatives, prendre part à l'effort collectif. Mais il avait accompagné toutes ces décisions de prendre part aux aspects euh, de la charge en fait que représente un orphelinat sous la forme d'occasion de réfléchir à une participation structurelle, de réfléchir à quelles sont les meilleures modalités pour se passer ces petits travaux qui doivent être faits au sein de la classe. Et je pense que pour les parents qui sont ici, vous aimeriez bien parfois que vos enfants participent un peu plus à la maison, mais parce qu'on a parfois ce biais de penser que participation, c'est faire pour le collectif, ce qui n'est pas ça, hein, c'est aussi ça, mais dans un point de vue de la participation selon les droits de l'enfant, on est plutôt sur le fait d'être entendu. Et puis c'est avec cette approche qu'on va venir dans différents lieux de ma classe. Donc actuellement, j'ai plus vraiment de classe à moi, donc je vous ai fait un panneau qui représente différentes choses qu'on pourrait avoir au sein d'une classe. Et puis on va les prendre un peu les uns après les autres. Mais juste avant, je voulais faire un petit détour sur quelques-uns de mes participateurs ou acteurs de la participation préférés. Et puis, je vous ai parlé de Janusz Korczak avant, qui est un Polonais qui est reconnu actuellement comme l'initiateur en fait de la Convention des droits de l'enfant. Il a tenu plusieurs orphelinats et vous verrez qu'on va en reparler quelques fois par rapport à différents dispositifs de participation parce que je ne sais pas ce que serait la convention ou la participation des enfants dans le monde sans Janusz Korczak, son implication à
a mis des jalons vraiment extrêmement importants. Chronologiquement, on va aussi parler de Célestin Freinet, parce que Célestin Freinet, un peu à la même époque, parcours assez tragique, impacté aussi par la guerre. Lui, c'est une balle dans le poumon, en fait, qui l'empêche de pouvoir mener à bien son métier d'enseignant tel qu'il était perçu à l'époque. Et puis il se dit, mais en fait, plutôt que m'époumoner à moi parler, peut-être que j'ai intérêt à donner la place aux enfants pour qu'ils puissent, eux, s'exprimer, identifier leurs besoins. Et puis, il a développé un certain nombre d'outils. Lui, il parlait des techniques Freinet et pas des méthodes, parce qu'il considérait, en tout cas à l'époque, que les méthodes enferment et ça dit comment ça devrait être fait dans tous les cas, alors que pour Célestin Freinet, il y a une part d'agentivité, une part qui appartient à la personne qui va prendre part au processus participatif. Et donc pour lui, dans ses outils, eh bien, il y a à un moment donné quelqu'un qui lui avait demandé, mais moi je suis extrêmement fier de pouvoir faire du Freinet. Et lui, à cette même conférence, il avait dit, mais c'est quoi du Freinet? Parce qu'en fait, lui ne se considérait pas comme un faiseur de méthode, mais plutôt comme quelqu'un qui a amené une culture, un changement de culture au sein de l'acte d'enseigner, ce qui lui a valu aussi sa fin dans le système public. On parlait tout à l'heure système public, système privé. Lui, il a découvert les limites du système public français de l'époque, avec une fin qu'il a tournée à son avantage, puisqu'ensuite il a eu un espace d'expérimentation assez fou au sein de l'école qu'il a créée. Quelques années plus tard, à Paris, il y a Fernand Houry qui a développé la pédagogie institutionnelle, et notamment autour du conseil de classe. Et c'est aussi une figure assez importante. Et moi qui me parle bien parce que c'est un Parisien qui s'est dit, mais c'est super les techniques de Freinet, mais est-ce qu'elles sont vraiment applicables au sein d'une ville? Et pour enseigner dans une ville telle qu'Yverdon, je suis assez content d'avoir un Fernand Houry qui ouvre des voies de réflexion sur la participation dans le cadre d'une ville, avec les avantages et les désavantages que ça peut représenter. Et puis finalement, une figure un peu plus récente, c'est la seule qui est encore vivante, Danielle Jasmin. Elle a en fait démocratisé l'utilisation des organes participatifs du Conseil de coopération, en fait, comme elle l'a appelé. Elle avait sorti un livre en 91 avec un DVD, et ça a diffusé en fait l'utilisation de l'espace de participation au sein de la classe. Mais on en parlera cet après-midi surtout sur la gestion des conflits et puis sur les messages clairs. Voilà un peu pour la présentation de mes meilleurs amis de cet après-midi, meilleurs alliés. Sans plus tarder, je vous propose qu'on reprenne le panneau ici. J'espère que vous le voyez bien de votre côté. Donc, j'ai sélectionné par rapport à la fiche que vous aviez reçue en annexe les objets que vous vouliez voir être pris en priorité. Et celui qui a obtenu le plus de voix, c'était la question de la gestion des conflits au sein de la classe. Et j'essaye cet après-midi de penser qu'il y a plusieurs enseignants secondaires parmi vous et d'adapter mon discours. C'est que ma pratique, elle est plutôt en 5e et en 6e année. Et puis, tout au long de ma 10 ans de carrière, j'ai réfléchi à comment on pouvait accompagner au mieux, dans un esprit participatif, la gestion de conflits. Au sein d'une classe, au sein d'un collectif, il est évident que la gestion de conflits est omniprésente, en tout cas présente. Et puis, il y a une stratégie, c'est de se dire qu'il n'existe pas les conflits. Et puis, il y a une autre stratégie, c'est de se dire que quand il y a un conflit, quand il y a un besoin qui est exprimé par quelqu'un, c'est que c'est un besoin qui doit être entendu et accompagné. Et puis, je reviens avec Janusz Korczak, qui avait assez bien compris cette histoire-là. Il avait plusieurs centaines d'enfants à gérer et il avait opté pour une boîte aux lettres, et il proposait que si on avait un conflit avec quelqu'un, on écrive dans la boîte aux lettres. Et l'effet puissant que ça a, c'est que une fois qu'on est extrêmement fâché et qu'on a envie de fracasser la tête de quelqu'un, d'un autre enfant, eh bien, au moment où on nous dit qu'il faut le faire par écrit, qu'il faut le demander par écrit, alors les émotions, les sentiments se posent, et puis on est dans de meilleures conditions pour pouvoir aborder la résolution de conflits. Et on dit que Janusz Korczak disait, si vous avez envie de frapper quelqu'un, vous pouvez le faire, il faut juste lui envoyer une lettre 48 heures à l'avance. Et en fait, on se rend bien compte qu'au moment du conflit, au moment du pic du conflit, quand on est en colère, c'est pas le meilleur moment, on n'est pas dans la meilleure disposition pour sortir de ce conflit. Et donc, un premier outil que j'avais imaginé au sein de ma classe, c'était de développer des marches à suivre de ce qui se passe quand on est face à une émotion. Plutôt que de donner des injures, répondre par des injures ou répondre par des coups, il y a une première étape qui est d'identifier si on est prêt ou non
à résoudre un problème ou un autre, une autre marche à suivre un peu plus rapide. Et puis ensuite, dans le cours de mon parcours, j'ai découvert les travaux de Marshall Rosenberg, qui est le créateur en fait de la communication non violente. Et puis il y a quelques années, avec des collègues, on a développé un outil. Ces documents, vous pouvez les retrouver sur le site marc-et-isabelle.ch. On vous enverra le lien si nécessaire. Cette petite feuille, elle permet de passer par toutes les étapes de la communication non violente. Et puis, c'est un outil qui est prêt à être utilisé. Donc, moi, je le garde dans ma classe. Et quand un élève a besoin de poser quelque chose, qu'il a besoin d'être entendu sur les émotions qui sont les siennes, eh bien, il a la possibilité de choisir une émotion dans un registre d'émotions qui a été déterminé. Et on sait bien que sentiments et émotions n'ont pas de limite. Et donc, rien n'empêche qu'un enfant apporte une autre émotion qu'il a à un moment donné. Et puis, une fois qu'il a identifié le sentiment qu'est le sien, eh bien, on va pouvoir aller à une résolution. Mais avant ça, l'élève est invité à identifier ce qu'il a observé. Quels sont les faits? Qu'est-ce que j'ai vu? Si moi, je suis une girafe, pour reprendre les mots de Rosenberg, qu'est-ce que j'observe sans les émotions? Et puis ensuite, une fois qu'on a l'émotion ici, le petit outil qu'on a développé avec les collègues, c'est d'avoir un curseur qui permet de mesurer le niveau d'intensité de l'émotion qu'on est en train de vivre. Et j'ai toujours apprécié voir les élèves faire ce travail-là. En fait, ce travail-là, juste de jouer avec cette molette et identifier où est son émotion, j'ai l'impression, je suis pas à la place d'eux, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui s'apaise à ce moment-là. Alors on pourrait se dire, bon, ben, là, il y a déjà une grande partie qui est apaisée, mais le nœud se passe ici. C'est quel est mon besoin, quelle est ma demande, et puis euh, pouvoir être entendu par l'autre élève. Et avec le temps maintenant et cet outil-là, je vois à quel point le fait de poser les choses par écrit, eh bien, ça fait que la résolution, elle est beaucoup plus facile parce qu'on a réussi à identifier quelle était la problématique. Alors parfois, vous voyez ici, résolu, non résolu, parfois il y a des conflits qui méritent qu'on prenne le temps un peu plus tard. Euh, mais je crois, pour avoir entendu parfois en- pendant les moments de surveillance à la récréation ou dans les corridors, quand un enfant vient qui raconte qu'il a un gros problème parce qu'on l'a traité de limace, eh bien, dans les yeux des adultes, c'est peut-être pas très très important à ce moment-là, mais n'empêche qu'il y a un besoin qui a été demandé. Et si on veut être d'accord avec la Convention et cette idée de participation, eh bien, il est important que l'avis de cet enfant ou la reconnaissance de son besoin soit entendue et reconnue. Et il y a quelque temps, j'avais un grand gaillard de sixième année qui avait été bousculé par un autre et il avait besoin qu'on passe par une résolution de conflit. Et je l'ai accompagné vers identifier son besoin. Et moi, avec mes yeux d'adulte, je disais, mais en fait, je crois que tu as besoin juste d'avoir des excuses, c'est ça que tu as besoin. Et l'élève a réfléchi un long moment, il avait pleuré devant tout le monde à l'entrée du collège. Puis il me dit, non, je crois qu'en fait, j'ai besoin que ces excuses, elles se fassent, mais devant tous les copains qui m'ont vu tomber. Et en fait, le fait d'avoir posé ces étapes et d'avoir travaillé la résolution de conflits plusieurs fois, eh bien, ça permet de développer des compétences d'identifier déjà ses émotions et ses sentiments, identifier son besoin. Et puis parfois, les besoins, on ne peut pas les y inventer pour quelqu'un d'autre, mais on doit pouvoir accompagner, que ces élèves soient entendus dans ce processus de gestion de conflit. Alors, je ne me rends pas bien compte à quel point cet outil il est utilisable pour des grands du secondaire. Euh, pour des plus petits, j'ai un autre outil un peu plus grand qui donne peut-être un peu plus envie de passer du temps avec cette girafe et de se mettre à la hauteur d'elle pour voir les événements. Mais j'imagine que passer par la CNV avec cet outil ou un outil simplifié peut s'utiliser dans bien des situations, comme au travail ou au sein d'une famille. Je pense qu'il n'y a pas de limite tant que les personnes sont prêtes à rentrer dans ce dispositif. Donc ça, c'était le dispositif qui avait été le plus plébiscité. Et puis si on reprend la terminologie qui nous a présenté Maude, je ne sais pas si vous voyez ici, participation structurelle, on a ici un outil qui va au-delà des apprentissages, mais qui concerne la participation structurelle au sein de la classe. Un autre outil qui a été plébiscité, c'est celui de la gestuelle. J'ai été frappé quand mon... Pardon. Tout part.
ça a disparu. Quand mon fils aîné est revenu la première fois de sa première année d'école, il nous a dit, mais c'est bizarre parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut lever la main pour obtenir la parole, mais je vois tous les copains, ils lèvent le doigt. Et en fait, on le dit, hein, on lève la main au lieu de, enfin, on lève le doigt au lieu de lever la main, et ça paraît un outil qui est utilisé sans trop se poser la question. Et je trouve intéressant d'entendre mon fils qui se demandait, attends, c'est le doigt ou c'est la main qui doit être levée? Et puis, depuis, j'ai découvert les travaux de Ben Haïda, qui est un enseignant français, qui, dans un livre pour introduire le métier d'enseignant à des jeunes enseignants, propose des codes de gestuelle. Et puis, ces codes de gestuelle, eh bien, c'est le doigt qui est levé pour poser une question, mais c'est aussi la main levée pour voter. Et puis, il y a aussi la possibilité de développer une main comme celle-ci pour dire qu'on est en train de me gêner, ou bien deux doigts pour dire j'ai besoin d'aller aux toilettes pendant 2 secondes. Ou au contraire, on décide que ce code, c'est pour j'ai une intervention qui va prendre 2 secondes. Et ces outils-là, ils ont été développés par les indignés, le mouvement des indignés en 2011, pour répondre à l'envie d'être entendu au sein d'un groupe de plusieurs centaines de personnes. Et cet outil, pour moi, c'est le plus puissant que j'ai découvert ces dernières années en termes de participation, parce que on est face à un groupe, l'enseignant est celui qui va donner la parole aux différents élèves, et puis parfois on a une mauvaise compréhension, à mon avis, de ces dispositifs démocratiques où chaque élève, chaque personne s'exprime à bâton rompu, et puis en fait on n'arrive plus à s'entendre. Et si la parole n'est pas régulée ou pas organisée, eh bien tout le monde peut s'exprimer, mais personne n'est entendu. Et je crois que c'est important qu'on puisse prendre notre rôle si on a envie de s'assurer que les enfants au sein d'un collectif puissent être entendus, d'avoir des modalités claires de communication. Et je ne pense pas que c'est brimer un élève de lui dire attends, pour ta question, ça viendra tout à l'heure. Par contre, j'ai été confronté parfois avec l'envie d'inviter le plus souvent à organiser des votes au sein de la classe. Qui est d'accord qu'on continue ceci? Qui aimerait qu'on fasse cette activité maintenant? Eh bien, on se retrouve avec des élèves qui levaient la main, je vote pour, et voter 2 fois de suite. Puis en demandant, mais tu n'avais pas voté juste avant? Si, si, mais c'était pour aller aux toilettes. Ou si, si, mais lui, il me dérange parce qu'il fait du bruit. Et en fait, de pouvoir donner de la valeur au vote, donner de la valeur à j'ai une question, donner de la valeur à on me dérange, pour moi, ça a développé dans ces moments collectifs des espaces sereins de participation où on offre en fait aux enfants la possibilité d'être entendus sans qu'ils parlent, hein, mais de donner une information, je suis pour ou je suis contre, et à nous, à vous, de développer au sein de nos collectifs une gestuelle qui correspond à ce qu'on a envie de vivre à l'âge des enfants qu'on accompagne. Et donc pour moi, on est de nouveau ici dans une participation structurelle. Et puis un autre outil qui est une participation structurelle pardon, c'est l'enjeu de la loi au sein de la classe. Et pour moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'important d'avoir des rituels et de poser des éléments structurels de comment on fonctionne. Et ça vient pas de très très loin, hein, ça vient de Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle. En tout cas, c'est lui qui l'a développé, cette forme-là. Plutôt que d'avoir l'enseignant qui décide de tout, rappeler qu'il y a des lois qui sont des lois sur lesquelles on n'a pas une négociation énorme parce que c'est des lois fédérales, cantonales, des lois sur l'école. Eh bien, une fois qu'on a déterminé quelles étaient les lois qui étaient non négociables, il nous reste tout l'espace à négocier. Et c'est plus seulement l'enseignant qui porte ces lois, mais c'est le collectif. Et pour ça, ça demande d'avoir des espaces où ces choses-là sont discutées, négociées, et puis qu'elles sont portées par tous à un moment donné. Et puis, le dernier élément qui est maintenant une participation pédagogique, c'est la question des brevets. Et je vois que le temps file, mais je trouve quand même intéressant de revenir à Célestin Freinet, qui a mis en place toutes sortes de brevets, qui ont été suivis par Fernand Houry, qui lui aimait plutôt le judo et donc plutôt les ceintures de compétences. Mais l'histoire est la même, l'idée est la même. Et puis, c'est pas eux qui l'ont inventé. En fait, Célestin Freinet dit très clairement qu'il a repris ça des scouts de Baden-Powell,
pour qui c'était important d'identifier des réussites. Et dans ce sens-là, on est sur, à mon avis, une pédagogie, une participation pédagogique, puisque ça permet à l'enfant de déterminer à un moment donné tel ou tel apprentissage ou telle priorité qu'il va mettre à un apprentissage. Et puis, si j'arrive à tourner ici, on va pouvoir trouver ici sur l'écran noir une possibilité ou une manière de présenter les brevets. Ici, j'ai les différents noms de la classe et puis j'ai la thématique de brevet qui est le verbe avoir au présent dans ce cas de figure. Et puis cet élément-là, il est mis à un espace de la classe. On a l'homophone ou et les élèves peuvent préparer, quand ils le souhaitent, ces brevets. Et puis, ils ont une tentative par jour pour essayer un brevet avec des critères qui ont été donnés. Et ça permet une évaluation asynchrone. Maud parlait tout à l'heure des dispositifs pédagogiques qui permettent à l'enfant de déterminer à un moment donné dans son parcours ce qu'il a besoin ou ce qu'il souhaite faire en priorité. Et puis, elle nous disait aussi qu'il y avait, dans les enseignants qu'elle avait rencontrés, beaucoup d'enseignants qui disaient, mais en fait, avec le programme, on n'y arrive pas. Rien ne nous empêche, ces brevets, de les intégrer dans un dispositif d'évaluation standardisé. Mais il est vrai que dans le système public, on a des échéances assez rapprochées. Mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je trouve assez chouette aussi avec les brevets, c'est la possibilité de développer des brevets qui ne sont pas forcément prévus par le programme et qui peuvent être portés par des élèves et qui les rend, à un moment donné de leur parcours, aussi eux détenteurs d'un savoir. Ici, on a un brevet qui a été fait cette année par une élève qui nous dit le brevet vert est un brevet où tu dois dire 15 objets verts de la nature. Et donc, ça devient elle, celle qui sait, en l'occurrence ce brevet, et puis les autres élèves vont venir vers elle pour faire valider le brevet. D'autres années, il y avait allumer une allumette, ce qui m'a posé quelques problèmes avec le système d'incendie. Mais les sauts à la corde, par exemple, sans saut à la corde, courir 12 minutes, on a un élève expert qui présente un domaine qu'il maîtrise, et puis il pose des critères pour la réussite de ce brevet. Et il y a eu quelques années où, il y a un moment donné dans la semaine, on avait 1, 2 périodes par semaine pour préparer et remporter ces brevets. Et ça nous permettait d'accepter qu'il y a des brevets qu'on ne remportait pas. Et moi, ça m'a mis aussi au défi de remporter quelques-uns de ces brevets. Je vois que le temps file, et puis j'aurais trouvé intéressant qu'on puisse avoir du temps pour quelques questions. Je vous laisse. Est-ce que j'en vois ici encore? Mais en Non, fait, Marc, je m'excuse, mais c'est encore là? Ah, c'est qu'on était décalé. Oui, oui, tu peux Ah, encore très bien. y aller. Oui, oui, pardon. On avait commencé avec 5 minutes de retard, Oui, donc 5 minutes en ouais, c'est plus. ça. Pas de On est souci. là. Ouais. Très bien. Mais je crois qu'on va ouvrir quelques questions, puis je déborderai sur les questions. D'accord, oui, ça va très bien aussi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait... Oui, on va déjà juste arrêter l'enregistrement. Voilà.